So basically, if you ask me what it's all about, I would say it is tongue-in-cheek, and it's not to be taken too seriously. Des millions de personnes à travers le monde sont absolument convaincus d'avoir assisté au plus grand concert de Queen de tous les temps. Pendant des décennies, des extraits de cette performance ont circulé comme des reliques sacrées. De courts moments granuleux, rediffusés en boucle à la télévision puis sur Internet. Nous connaissons les gestes iconiques. Le poing levé vers le ciel, la démarche assurée sur scène et les chants mythiques qui semblaient faire trembler Londres. Nous connaissons les chansons inoubliables qui ont marqué toute une génération. Et pourtant, pendant près de 30 ans, personne en dehors du cercle intime du groupe n'en connaissait vraiment la vérité. La légende existait, mais la réalité restait obscure. Ce décalage existait car, pendant près de 30 ans, ce que la plupart des fans ont vu n'était qu'une pâle imitation de l'événement. En juillet 1986, le concert de Queen au stade de Wembley a été filmé professionnellement afin de capturer le groupe au sommet de sa gloire. Il ne s'agissait pas d'un enregistrement anodin, mais d'une production colossale, digne d'une usine, conçue pour préserver un moment historique. De multiples caméras étaient positionnées sous tous les angles possibles. Des enregistreurs multipistes captaient chaque instrument et chaque nuance vocale, et une équipe de production était mobilisée pour immortaliser l'ampleur du spectacle. Sur le papier, le scénario semblait tout tracé. Les images auraient dû être montées, mixées et diffusées immédiatement pour capitaliser sur l'immense succès du Magic Tour. Elles auraient dû se trouver dans les magasins de vidéos pour Noël 1986, mais il n'en fut rien. Au lieu de cela, les images disparurent. Elles furent englouties dans des chambres fortes climatisées, étiquetées et rangées sur des étagères, prenant la poussière tandis que le souvenir de cette soirée s'estompait peu à peu, devenant une légende. Il n'y a pas eu de sortie officielle intégrale, pas de version du réalisateur définitive, pas d'album finalisé. Pendant des années, il n'y a eu que des fragments, des rumeurs et des enregistrements pirates de piètre qualité qui circulaient, discrètement entre fans lors de conventions de disques ou par le biais de listes de diffusion. Le silence de Queen a soulevé une question qui, pendant longtemps, a profondément troublé ceux qui suivaient le groupe de près. Pourquoi un groupe au sommet de sa gloire commerciale et artistique choisirait-il le silence plutôt que la célébration? Pourquoi enfermer dans la poussière ce que de nombreux critiques et fans considèrent aujourd'hui comme la plus grande performance live de l'histoire du rock? La réponse est complexe. Il ne s'agit pas de litiges contractuels, d'argent retenu ou de bandes originales disparues. Il s'agit de quelque chose de bien plus humain. Il s'agit de malaise, de vulnérabilité et d'une performance presque trop authentique pour ceux-là même qui l'ont créée. Pour comprendre véritablement pourquoi Wembley 1986 est resté dans l'ombre pendant près de 30 ans, il faut d'abord saisir à quel point Queen était puissant et paradoxalement fragile à ce moment précis. À l'été 1986, Queen avait atteint des sommets inégalés. Le Magic Tour n'était pas qu'une simple série de concerts, c'était un véritable phénomène culturel. Les stades d'Europe affichaient complets et ils étaient pris d'assaut par des fans avides de vivre ce spectacle grandiose. Chaque soir, des dizaines de milliers de personnes se déplaçaient en parfaite synchronisation au son de la musique de Freddie Mercury, une marée humaine se mouvant au gré d'un seul homme. Sur scène, tout semblait irrésistible. À première vue, Freddie Mercury était au sommet de sa forme physique. Il dégageait une force, une assurance et une autorité absolue qui frôlaient le surhumain. Il paraissait invincible, une figure sculptée dans l'énergie et la lumière. Brian May livrait un jeu de guitare virtuose, mêlant une précision mathématique à une émotion blues brute qui ancrait le son du groupe. Roger Taylor et John Deacon étaient parfaitement synchronisés, créant une section rythmique si solide qu'elle évoquait le battement de cœur d'un géant, un socle inébranlable. Le stade de Wembley n'était pas une simple étape de leur tournée. C'était un moment symbolique, un véritable retour aux sources. Jouer 2 soirs à guichet fermé devant plus de 70 personnes à chaque fois était un message fort. La foule, vibrante et enthousiaste, suivait le groupe du regard, réagissant à chaque mouvement avec une ferveur palpable. Queen ne cherchait pas simplement à prouver sa place au sommet. C'était Queen, du haut de son piédestal, qui affirmait sa domination sur le paysage rock. Tout était parfaitement orchestré. La setlist était un modèle de maîtrise du rythme. La participation du public était spontanée et tonitruante. Et l'ampleur des éclairages et de la scénographie était tout simplement révolutionnaire. Des chansons comme Radio Gaga et We Will Rock You ont cessé d'être de simples compositions musicales. Elles ont transformé le stade en un organisme vivant et vibrant.
Freddie ne se contentait pas d'interpréter ses chansons, il les dirigeait. Il se tenait devant la foule non seulement comme un chanteur, mais comme un maître d'orchestre des émotions. Vu de l'extérieur, Wembley semblait être la perfection figée sur pellicule. C'était comme le triomphe ultime. Mais la perfection sur scène n'est pas toujours facile à vivre en coulisses. La réalité du spectacle est souvent bien différente de la perception du public. Et ce que les caméras haute définition ont enregistré ce soir-là, ce n'était pas seulement de la puissance brute et de la gloire. Elles ont aussi capturé le prix de cette gloire. Elles ont capturé l'effort, la tension et les moments d'épuisement. Des aspects bien plus révélateurs que ce que Queen avait l'intention de montrer au monde à ce moment-là. Ce qui a rendu le concert de Wembley en 1986 extraordinaire est paradoxalement ce qui a rendu son retour si difficile pour Queen au montage. Les caméras étaient impitoyables. Freddie Mercury était brillant, incontestablement, mais il se surpassait sans relâche, poussant son corps à l'extrême limite de ses capacités. La performance exigeait un effort physique immense. Il courait, sautait, grimpait et projetait de sa voix jusqu'au fond d'un stade gigantesque pendant des heures. Le film a capturé chaque respiration haletante, chaque instant d'effort extrême, chaque seconde de concentration intense nécessaire pour que le spectacle soit une réussite. À l'époque, le public ignorait les fardeaux secrets que Freddie pouvait porter, ni même l'épuisement que représentait la tournée. Mais sa performance révéla une facette profondément humaine qui contredisait l'image de « Dieu du rock ». Le spectacle n'était pas faible, loin de là, mais il était authentique. Au lieu d'une illusion lisse où tout semble facile, Wembley montre le prix à payer. Direct difficile pour la gloire. On y vit Freddie se donner à fond, puiser dans ses dernières réserves d'énergie, sans la moindre retenue, sans se protéger devant la caméra, mais livrant un spectacle d'une intensité maximale. Pour le groupe, visionner le concert plus tard dans une salle de projection fut une expérience désagréable. Ce n'était pas l'impression qu'ils avaient en direct. Sur scène, l'adrénaline masque tout. Les acclamations du public, le volume des amplis et l'euphorie physique créent une barrière. Mais à l'écran, privé de cette énergie live et visionnée dans le silence glacial d'un studio, la performance paraissait brute. Elle semblait plus vulnérable, plus intime et plus épuisante que ce à quoi Queen était habitué. Brian May et Roger Taylor ont tous deux admis en interview que revoir les images de cette période était une épreuve émotionnellement difficile. Freddie, en particulier, était connu pour son regard critique sur ses propres prestations et il n'appréciait guère de se revoir à cette époque. Non pas que sa performance fût mauvaise, sa voix était époustouflante, mais parce que le concert révélait trop de l'homme derrière la légende. Wembley n'était pas qu'un simple concert, c'était un instantané saisissant d'un groupe au sommet de sa forme, en équilibre précaire sur le fil du rasoir. Et cela a rendu la décision concernant la sortie du film incroyablement difficile. Lorsque Queen a visionné les images de Wembley, leur première réaction n'a pas été la fierté débordante à laquelle on aurait pu s'attendre, mais plutôt un malaise grandissant. De l'extérieur, le monde entier voyait un exploit monumental. Mais de l'intérieur, le groupe percevait les failles de leur armure. Brian May et Roger Taylor ont laissé entendre que le film ne reflétait pas l'euphorie dont ils se souvenaient. Ce qu'ils associaient à une énergie et une adrénaline pure apparaissait à l'écran comme de la tension, de la sueur et une vulnérabilité. Freddie Mercury, en particulier, avait du mal avec cette image. Il était perfectionniste en matière de présentation. Freddie croyait au concept de star power et de maîtrise, non seulement musicale, mais aussi émotionnelle. Il voulait que le public perçoive sa puissance, son essence et son invincibilité. Il voulait qu'il voie sa confiance, sans en mesurer le prix. Wembley a illustré ces deux aspects. La caméra s'attardait sur son visage. Des gros plans capturaient l'épuisement entre les couplets, sa poitrine haletante, la sueur qui ruisselait sur son front. Des plans larges révélaient l'immensité et la solitude du fardeau que Freddie portait seul sur le devant de cette immense scène, paraissant petit face à la foule immense, et pourtant dominant tout le monde. Rien de tout cela n'était faible. Au contraire, c'était héroïque. Mais c'était d'une honnêteté que Queen n'était pas encore prêt à partager. Il y avait aussi un problème plus profond, non-dit. Cette période représentait quelque chose que Freddie ne voulait pas forcément voir figé à jamais. La regarder revenait à se confronter à une phase de sa vie et de sa carrière qu'il préférait laisser derrière lui plutôt que de la revisiter et de la disséquer. Pour Queen, sortir le spectacle en 1986 ou 1987 aurait signifié privilégier la transparence à leur mythologie soigneusement construite. Et ils n'étaient tout simplement pas prêts pour un tel niveau d'ouverture.
Ainsi, au lieu de célébrer ce que de nombreux fans qualifieraient plus tard de perfection, le groupe prit la décision rare, délibérée et déconcertante de garder le silence. Queen disposait de tous les moyens pour sortir Wembley 1986 immédiatement. Le concert avait été filmé professionnellement. L'audio était impeccable et la demande des fans était indéniable. Le succès commercial était garanti. Mais Queen avait toujours été incroyablement sélectif quant à la manière dont son héritage était présenté. Le groupe était convaincu qu'une fois diffusé, un enregistrement devenait définitif. Il devenait l'essence même du groupe. Et si cet enregistrement ne reflétait pas exactement ce qu'il souhaitait que le public ressente, il ne valait tout simplement pas la peine d'être publié. Il y avait aussi de réels problèmes techniques, souvent négligés. La technologie de la fin des années 1980, bien qu'avancée pour l'époque, ne permettait tout simplement pas d'obtenir la clarté et l'équilibre que Queen recherchait. Les formats de bande vidéo présentaient des limitations en termes de plage dynamique. L'éclairage, pourtant magnifique dans le stade, paraissait plat ou surexposé à l'écran. Le mixage audio leur semblait plat, dépourvu de la puissance tonitruante ressentie en concert. Le rythme visuel du montage ne correspondait pas à l'énergie frénétique dont ils se souvenaient. Corriger ces problèmes n'était ni facile ni même possible à l'époque, faute d'outils numériques qui n'existaient pas encore. Le groupe a donc fait un choix que peu d'artistes au sommet de leur gloire auraient osé envisager, mettre le projet de côté. Ils n'ont pas annoncé publiquement cette décision. Ils n'ont pas fait de déclaration fracassante. Ils l'ont fait discrètement. Wembley 1986 n'a pas été abandonné. Il a été reporté. Il a été mis de côté avec la vague conviction qu'un jour, lorsque les conditions seraient réunies et le moment opportun, il pourrait être repris comme il se doit. En attendant, le silence semblait plus sûr que tout compromis. Mais ce silence eut une conséquence inattendue. Faute de sortie officielle pour apaiser l'impatience des fans, la série ne disparut pas de la mémoire collective. Elle se transforma. Elle se mêla aux rumeurs, aux souvenirs et aux mythes, prenant de l'ampleur et de l'importance au fil des années sans diffusion. Au fil des années, le concert de Wembley en 1986 a acquis une dimension mythique. Il est devenu un concert fantôme. Des enregistrements pirates circulaient discrètement parmi les fans, échangés comme des secrets. Des extraits granuleux apparaissaient et disparaissaient dans les compilations. Les enregistrements audio étaient copiés, échangés sur cassette et analysés dans les magazines de fans. Et à chaque récit, la légende s'amplifiait. Les fans parlaient du concert en termes absolus, voire hyperboliques. C'était Freddie à son apogée. C'était Queen au sommet de sa puissance. C'était la plus grande performance live de tous les temps. L'absence de version officielle n'a fait qu'alimenter le mythe. Sans sortie définitive pour ancrer la réalité, l'imagination a comblé les lacunes. Wembley est devenu moins un concert qu'une vérité murmurée, quelque chose auquel il fallait croire plutôt que de voir clairement. Paradoxalement, en choisissant le silence, Queen a placé le concert au-delà de toute critique. Aucun montage officiel à analyser image par image. Aucun mixage sonore à disséquer dans les critiques. Aucun angle de caméra à critiquer. Seule la réputation subsistait. Et la réputation est une force puissante lorsqu'elle n'est pas contrôlée. Des décennies plus tard, lorsque la technologie a commencé à rattraper son retard, Wembley 1986 n'était plus simplement une performance en attente de diffusion. C'était devenu un test. Si Queen finissait par ouvrir ses archives, le concert devrait être à la hauteur de 30 ans d'attente accumulée, sous peine de voir s'effondrer l'une des plus grandes légendes de l'histoire du rock. Le temps faisait défaut. Pendant des années après Wembley 1986, Queen n'avait tout simplement pas les outils, ni surtout le recul émotionnel, pour revenir sur cette performance. La technologie n'était pas encore au point. Les méthodes de restauration étaient limitées, et le remixage audio, à la hauteur des exigences du groupe, était encore en développement. Sortir le concert trop tôt aurait signifié se contenter de moins que le chef-d'œuvre sonore et visuel dont ils se souvenaient. Mais il y avait une autre raison pour laquelle le temps continuait de s'écouler. Une raison ancrée dans le deuil. Retourner à Wembley, c'était rouvrir un chapitre lourd de sens. Au début des années 1990, le groupe traversait une période de perte, de souvenirs et de reconstruction identitaire suite à la mort tragique de Freddie Mercury. Se replonger dans cette soirée de 1986, ce n'était pas seulement régler le son et corriger les couleurs de l'image. C'était se confronter à ce que ce concert représentait. Un moment d'harmonie parfaite, un moment qui a marqué la fin d'une époque. C'était le rappel d'une période où plus rien ne serait jamais comme avant. Alors ils ont patienté, ils ont laissé les bandes reposer. Au fil des années, la technologie a enfin permis de concrétiser leur vision.
Les négatifs pouvaient être numérisés et restaurés avec une précision numérique, éliminant le grain et rehaussant les couleurs. Le son pouvait être reconstitué avec clarté et profondeur, séparant les instruments et restituant les acclamations du public. Le spectacle pouvait enfin être présenté d'une manière qui rendait hommage non seulement à la performance, mais aussi à l'émotion viscérale ressentie sur place. C'est seulement alors qu'il était judicieux d'ouvrir les archives. Lorsque Queen a finalement décidé de sortir Wembley dans sa version définitive, ce n'était pas parce que la demande avait diminué. C'était parce que le groupe était enfin prêt, techniquement et émotionnellement, à laisser le monde découvrir la vérité telle qu'elle était. Lorsque le concert restauré de Wembley a enfin été diffusé, la réaction a été immédiate et massive. Les critiques, qui avaient passé des décennies à analyser des performances en direct, peinaient à trouver un équivalent. Les fans qui avaient attendu des années, se contentant d'enregistrements pirates, se sont sentis enfin justifiés. Les fragments qu'ils avaient imaginés étaient soudain réunis, et la réalité était encore plus belle que le mythe. Ce qui frappait dans les images restaurées, ce n'était pas seulement le son amélioré ou l'image plus nette, c'était la maîtrise. Le film révélait la performance magistrale de Freddie Mercury. Il ne se contentait pas de jouer pour la foule, il la transportait. Des dizaines de milliers de personnes répondaient à chaque geste, chaque pose, chaque injonction. Des chansons comme Radio Gaga et We Will Rock You n'étaient pas simplement jouées, elles étaient vécues grâce à une énergie collective. La performance ne semblait pas datée, figée dans les années 80. Elle était intemporelle. Ce que Queen craignait autrefois de voir révéler sa vulnérabilité, la sueur, la tension, l'effort, dévoilait désormais sa maîtrise. L'honnêteté qui les avait mis mal à l'aise des décennies plus tôt devint, aux yeux de l'histoire, la plus grande force du spectacle. Wembley n'était pas synonyme de perfection au sens froid du terme. Il s'agissait de créer une connexion d'une intensité exceptionnelle. La sortie de Wembley a ravivé un vieux débat parmi les historiens de la musique et les fans. S'agissait-il vraiment du plus grand concert de Queen de tous les temps? Ou la nostalgie y était-elle pour quelque chose? Les comparaisons n'ont pas tardé. Live Aid était certes mythique, mais court, 20 minutes d'une virtuosité éblouissante. Rock Montréal était techniquement époustouflant, filmé en 35 mm haute définition, mais d'une envergure plus modeste et antérieure à leur carrière. Wembley, en revanche, était différent. C'était un véritable concert en stade, d'une durée impressionnante, maîtrisé de bout en bout. Freddie ne ménageait pas son énergie pour plus tard. Il la donnait à fond, sur le chant. Chaque chanson était interprétée avec une urgence palpable. Chaque interaction avec le public semblait authentique, spontanée. Ce qui rendait Wembley si exceptionnel, ce n'était pas seulement la performance musicale, mais aussi la prise de risque. Le concert a capturé Queen en pleine action, sans filet de sécurité. Pas de montage pour masquer les erreurs, pas de reprise, juste une énergie brute. Et c'est ce qui a convaincu de nombreux sceptiques. La grandeur ne réside pas dans des moments parfaits, mais dans la capacité à maintenir sa puissance sous pression. Pendant plus de 2 heures, Wembley a démontré que Queen y parvenait. La question a peu à peu évolué. De « Est-ce que le meilleur concert de tous les temps ?» à « Comment a-t-on pu nous cacher cela si longtemps ?» Et cette question nous amène directement à la conclusion. Alors que les discussions autour de Wembley s'intensifiaient après sa sortie, une question revenait sans cesse. Pourquoi Queen a-t-il attendu si longtemps? La réponse la plus simple est aussi la plus humaine. Il protégeait quelque chose de fragile. Wembley 1986 n'a pas seulement immortalisé un concert exceptionnel, il a préservé un moment où Freddie Mercury était au sommet de son art, physiquement puissant. Il était aussi émotionnellement vulnérable, portant tout le poids d'un stade sur ses épaules. La performance a capturé la gloire, mais aussi l'effort, et cet effort peut paraître déstabilisant lorsqu'il est figé dans le temps. Pour Queen, diffuser ces images trop tôt aurait transformé un moment profondément personnel en un simple contenu éphémère. Il ne voulait pas que Wembley devienne un bruit de fond, réduit à des extraits sur MTV et à des commentaires audio avant même que sa véritable signification ne soit comprise. Il y avait aussi la question de l'héritage. Queen avait toujours été attentif à la manière dont son histoire était racontée. Il privilégiait la distance à l'immédiateté, le contexte à l'impulsion. En retardant la diffusion de Wembley, il s'assurait qu'il ne serait pas perçu comme une simple vidéo de concert à jeter au rayon des soldes, mais comme un message fort. En ce sens, ce délai n'était pas un évitement, mais un choix délibéré. Préserver la mémoire, c'était attendre que le monde soit prêt à percevoir la performance dans toute sa splendeur. Non seulement spectaculaire, mais aussi révélatrice, non seulement bruyante, mais profondément humaine.
Et une fois cette compréhension possible, le dernier chapitre pouvait enfin s'ouvrir. Wembley Mill. 986 n'a jamais été enterré par honte, mais par respect. Queen avait compris que certains moments sont trop puissants pour être dévoilés trop vite. Le groupe savait que la grandeur, lorsqu'elle laisse précipiter, peut perdre de son impact. En attendant près de 30 ans, ils ont permis à la performance de mûrir et de devenir quelque chose de plus grand que la soirée elle-même. Lorsque le monde a enfin vu le concert dans son intégralité, il n'a pas été jugé isolément. Il a été perçu dans son contexte comme l'apogée d'un groupe au sommet de sa gloire, d'un leader plus charismatique que jamais et d'un public totalement envoûté. Ce qui paraissait autrefois trop sincère est devenu la raison même de l'importance de cette performance. Wembley n'a pas seulement confirmé la suprématie de Queen, cela a révélé leur courage. Le courage d'attendre, le courage de préserver un souvenir, et le courage de croire que la vérité, une fois révélée au moment opportun, parlerait d'elle-même. Aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si Wembley 1986 mérite sa réputation. Les preuves sont là, sous nos yeux. La vraie question, c'est la suivante. Combien de moments légendaires restent encore enfouis dans les archives du monde entier, attendant que le temps leur donne leur sens? Car certaines performances n'ont pas besoin d'applaudissements immédiats. Elles ont besoin de distance. Elles ont besoin de silence. Et lorsqu'elles ressurgissent enfin, elles ne se contentent pas de nous rappeler à quel point un groupe était exceptionnel. Elles nous montrent pourquoi les légendes se construisent lentement et restent à jamais gravées dans les mémoires. L'enfouissement des enregistrements de Wembley n'était pas une tragédie, c'était la préservation d'une magie, garantissant que lorsque le sceau fut enfin brisé, la puissance demeurait intacte, prouvant une fois pour toutes que Queen, à ce moment précis, était le meilleur groupe de scène au monde.